Dans un studio de télévision à Miami, sous l'éclat aveuglant des projecteurs, Donald Trump, fidèle à son style théâtral, trône dans un fauteuil en cuir noir, face à un animateur conservateur au sourire complice. L'ambiance est celle des grands shows américains, où chaque mot, chaque geste est calculé pour captiver une audience avide de spectacle. La discussion, d'abord anodine, glisse sur des thèmes rebattus: l'économie, l'avenir de l'Amérique, les défis du monde contemporain. Trump, avec son assurance coutumière, ponctue ses réponses de petites phrases assassines, de ces traits d'esprit qui font rire les uns et grincer des dents les autres. Le public, acquis à sa cause, applaudit à tout rompre. Puis, au détour d'une question sur l'innovation mondiale, il lâche, avec une nonchalance provocatrice: les Arabes? Non, ils n'ont jamais rien apporté de significatif à la civilisation. S'ils l'avaient fait, l'histoire s'en souviendrait, croyez-moi. La phrase, prononcée entre deux rires, semble presque anodine dans le flot de ces déclarations tapageuses. L'animateur, pris de court, éclate d'un rire nerveux, tandis que le public, emporté par l'énergie du moment, acclame sans y réfléchir. Trump, lui, passe à autre chose, comme si ces mots n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan de ses discours. Mais cette goutte, loin de s'évaporer, va déclencher une tempête. Quelques heures plus tard, l'extrait de l'émission, soigneusement découpé par un internaute anonyme, fait son apparition sur les réseaux sociaux. D'abord sur X, où les premières réactions fusent, des émojis en colère, des commentaires outrés, mais aussi, ça et là, des messages d'approbation de la part de ceux qui partagent les vues de Trump. La vidéo, relayée à une vitesse fulgurante, traverse l'Atlantique et atteint l'Europe, puis le Moyen-Orient, où elle suscite une indignation croissante. Dans les cafés du Caire, les salles de classe de Beyrouth, les quartiers populaires de Casablanca, la phrase est répétée, disséquée, ressentie comme une gifle. Les médias arabes s'en emparent, certains la condamnant avec véhémence, d'autres préférant l'ignorer pour ne pas donner plus d'écho à ce qu'ils considèrent comme une provocation gratuite. En France, où la communauté maghrébine est particulièrement sensible à ce genre de discours, l'onde de choc est immédiate. À Marseille, dans les cités de la Castellane ou des quartiers nord, les jeunes discutent, partagent la vidéo sur leur téléphone et la colère, mêlée d'un sentiment d'injustice, s'installe. Encore une attaque contre nous, murmure-t-on dans les ruelles, où l'écho des mots de Trump résonne comme une insulte à la dignité. Pourtant, au-delà de la colère, c'est une forme de résignation qui domine dans un premier temps. Les provocations de Trump ne sont pas nouvelles, et beaucoup, lassés par des années de polémiques stériles, choisissent de ne pas réagir. Les chancelleries arabes, habituées à naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie, optent pour des communiqués tièdes dénonçant des propos regrettables sans s'engager davantage. À Washington, l'équipe de communication de Trump, rodée à ce genre de controverse, minimise l'incident. Ce n'était qu'une remarque en passant, assure un conseiller dans une interview, tandis que les chaînes d'information américaines, divisées comme toujours, s'emparent du sujet pour alimenter leur débat sans fin. Les commentateurs conservateurs défendent Trump, arguant qu'il ne faisait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Les progressistes, eux, s'indignent, mais leur voix, noyée dans le brouhaha médiatique, peine à porter. En Europe, les réactions sont plus nuancées. Certains journaux, comme Le Monde ou The Guardian, consacrent des éditoriaux à la question, analysant la portée des mots de Trump dans un contexte de tension géopolitique. Mais pour beaucoup, cette polémique n'est qu'une de plus, destinée à s'éteindre aussi vite qu'elle est née. Cependant, dans les coulisses, quelque chose de différent se prépare. Si les élites diplomatiques et médiatiques s'en tiennent à leurs réflexes habituels, les communautés arabes, elles, ressentent un besoin viscéral de répondre. Pas seulement pour défendre leur honneur, mais pour réaffirmer leur place dans l'histoire, leur contribution au monde. À Paris, dans les associations culturelles du 18 arrondissement, des discussions s'organisent. Des intellectuels, des artistes, des étudiants se réunissent pour réfléchir à une riposte qui ne soit pas seulement une protestation, mais une affirmation. Il ne s'agit pas de crier plus fort que Trump, explique une professeure d'histoire dans un débat improvisé, mais de montrer ce qu'il refuse de voir. Cette idée, encore embryonnaire, commence à germer dans les esprits, portée par une génération qui refuse de se laisser réduire à des stéréotypes. Les réseaux sociaux, loin de n'être qu'un espace de colère, deviennent un lieu d'échange.
où des jeunes partagent des histoires de figures arabes méconnues, de savants, de poètes, de penseurs qui ont façonné le monde. À mesure que la polémique s'amplifie, elle révèle les fractures profondes qui traversent les sociétés occidentales et arabes. En France, où les questions d'identité et d'intégration sont toujours brûlantes, les mots de Trump ravivent des blessures anciennes. Dans les banlieues, où les jeunes d'origine maghrébine se sentent souvent stigmatisés, la phrase est perçue comme une attaque personnelle. Il ne parle pas seulement des Arabes d'ailleurs, confie un lycéen à ses amis dans un café de Belleville. Il parle de nous, de nos parents, de nos grands-parents. Cette prise de conscience, diffuse mais puissante, commence à fédérer des voix disparates. Les associations étudiantes, les clubs sportifs, les collectifs culturels se mobilisent, non pas pour organiser des manifestations tapageuses, mais pour préparer une réponse plus profonde, plus durable. À Alger, un groupe d'universitaires lance une série de conférences en ligne sur les contributions arabes à la science, attirant des milliers de participants. À Dubaï, une exposition sur l'âge d'or islamique connaît un afflux inattendu de visiteurs. Partout, la phrase de Trump, loin de n'être qu'une provocation, devient un catalyseur. Mais ce qui manque encore, c'est une voix capable de cristalliser ce mouvement, de donner un visage à cette indignation, de transformer la colère en espoir. Les leaders politiques, englués dans leurs calculs électoraux, restent prudents. Les intellectuels, bien que prompts à analyser, peinent à toucher le cœur des foules. Les artistes, eux, commencent à s'exprimer, mais leurs œuvres, aussi belles soient-elles, ne suffisent pas à répondre à l'ampleur du défi. Dans ce vide, une question flotte, presque palpable. Qui osera prendre la parole ? Qui aura le courage non pas de hurler, mais de parler avec une autorité morale assez forte pour ébranler l'arrogance de Trump ? Cette question, encore sans réponse, plane comme une promesse. Car au fond, ce que beaucoup attendent, sans toujours le formuler, c'est un moment, un geste, une voix qui redonnera du sens à leur fierté, qui rappellera au monde que l'histoire ne se résume pas au récit des puissants. Et tandis que les jours passent, que les débats s'enlisent, que les réseaux sociaux continuent de bruisser, un homme, loin des projecteurs, loin des polémiques, se prépare, sans le savoir, à entrer en scène. Zinedine Zidane, légende du football, fils d'immigrés algériens, homme de peu de mots mais de grande présence, est sur le point de devenir le porte-voix inattendu d'une cause qui dépasse les frontières. À Paris, dans une salle discrète où il s'apprête à rencontrer des jeunes, un événement anodin va bientôt changer la donne. Mais pour l'heure, le monde retient son souffle, ignorant encore que la riposte viendra d'un homme qui n'a jamais cherché à être un héros, mais qui, par la force de sa vérité, va faire trembler les certitudes d'un président. Dans une salle lumineuse du 19 arrondissement de Paris, baignée par la lumière douce d'un matin d'automne, une centaine de jeunes, âgés de 14 à 18 ans, s'agitent sur leurs chaises. L'événement, organisé par une fondation éducative en partenariat avec une marque de sport, se veut simple. Une rencontre avec Zinedine Zidane, légende vivante du football, pour parler d'ambition, de persévérance, de rêve. Pas de caméras officielles, pas de discours préparés, juste une table ronde où les adolescents, venus des lycées et des centres sociaux de la région, peuvent poser leurs questions à l'icône. Zidane, vêtu d'un pull gris sobre, est assis au centre, entouré d'un animateur et de 2 éducateurs. Son visage, marqué par les années mais toujours empreint d'une sérénité presque monacale, reste impassible. Il écoute, acquiesce, répond par bribes, préférant laisser la parole aux jeunes. Les questions fusent, d'abord timides. Comment gérer la pression avant un match ? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir footballeur ? Zidane, fidèle à sa réputation, répond avec une économie de mots, mais chaque phrase porte le poids de son vécu. Les adolescents, captivés, boivent ses paroles, riant parfois à ses anecdotes sur ses débuts à Cannes ou ses entraînements sous la pluie. L'atmosphère est détendue, presque complice, lorsque, vers la fin de l'échange, une main se lève au fond de la salle. Un garçon, 6 ans, peu, être, les cheveux bouclés et le regard vif, se tient droit, un peu nerveux, mais déterminé. L'animateur, un homme jovial d'une 40aine d'années, lui tend le micro. Le silence s'installe, et le jeune, après une courte inspiration, pose sa question d'une voix claire. « Monsieur Zidane, vous avez entendu ce que Trump a dit sur les Arabes, qu'on n'a jamais rien apporté au monde. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Un frisson parcourt la salle.
Les murmures cessent, les regards convergent vers Zidane. L'animateur, pris de court, esquisse un sourire gêné, cherchant à désamorcer la tension. Les éducateurs échangent un regard inquiet, craignant que l'événement jusque-là si harmonieux ne dérape dans une polémique. Mais Zidane, lui, ne bronche pas. Ses yeux, d'un brun profond, se posent sur le garçon. Il ne détourne pas le regard, ne cherche pas à gagner du temps. Pendant un instant qui semble une éternité, il reste silencieux, comme s'il pesait chaque mot qu'il s'apprête à prononcer. Puis, lentement, il se penche vers le micro. Sa voix, grave et posée, emplit la salle. « J'ai entendu « oui », commence-t-il, et déjà, l'attention est totale. Quand on dit des choses comme ça, on peut réagir de beaucoup de façons. Moi, j'ai appris à ne pas répondre à chaud. Mais puisque tu me poses la question, je vais te dire ce que je pense. Il marque une pause, non pas pour ménager un effet, mais pour laisser ses mots s'installer. Les adolescents, suspendus à ses lèvres, sentent que quelque chose d'important va suivre. Zidane, qui n'a jamais aimé les discours, parle comme s'il s'adressait à un seul interlocuteur, ce garçon au regard franc. Je suis né à Marseille, dans un quartier qu'on appelle la Castellane. Ce n'était pas un endroit où on te promet la lune. Pas d'école prestigieuse, pas de musée, pas de grandes opportunités. Mais dans ce quartier, j'ai vu des gens extraordinaires. Pas des gens qu'on voit à la télé ou dans les livres d'histoire. Des gens comme toi, comme moi, comme nous tous ici. Il se redresse légèrement, ses mains posées à plat sur la table, et poursuit. Ma mère, par exemple, elle a élevé 5 enfants avec presque rien. Elle se levait avant le soleil, travaillait toute la journée, et pourtant, elle trouvait toujours le temps de nous écouter, de nous pousser à être meilleurs. Est-ce que ce n'est pas ça, une forme de génie ? Mon voisin, Monsieur Larby, réparait des voitures dans une cour minuscule. Il n'avait pas de diplôme, mais il pouvait redonner vie à n'importe quel moteur. Les gamins du quartier venaient le voir et il leur apprenait, sans rien demander en retour. Est-ce que ce n'est pas ça, aussi, un génie ? Les visages des jeunes s'illuminent, certains hochent la tête, d'autres échangent des regards complices. Zidane, sans élever la voix, continue, sa parole fluide comme une passe parfaite sur un terrain. Dans ma vie, j'ai croisé des tas de gens comme ça. Des instituteurs qui restaient tard pour aider un élève en difficulté, des jeunes qui, après l'école, allaient travailler pour aider leur famille. Des filles qui écrivaient des poèmes en cachette parce qu'elles n'osaient pas les montrer. Ces gens-là, on ne les met pas sur des podiums, mais sans eux, le monde ne tournerait pas. La salle, d'abord figée, commence à vibrer d'une énergie nouvelle. Les adolescents, dont beaucoup viennent des mêmes milieux que Zidane, se reconnaissent dans ces mots. Ils ne parlent pas de gloire ou de succès, mais de dignité, de résilience, de ces petites victoires quotidiennes qui font une vie. Puis, il change de ton, son regard s'intensifiant. Quand quelqu'un dit que les Arabes n'ont rien apporté, il ne fait pas que nier l'histoire. Il nie ces gens-là, leurs efforts, leur courage. Et ça, c'est une injustice. Parce que l'histoire, elle n'est pas seulement écrite par les grands noms. Elle est écrite par tous ceux qui se lèvent chaque matin et qui continuent, malgré tout. Un silence profond enveloppe la salle. Même l'animateur, qui jusque-là intervenait pour relancer la discussion, reste muet, impressionné par la gravité des mots. Zidane, sentant qu'il a touché une corde sensible, décide de ne pas s'arrêter là. Il se tourne légèrement vers le garçon qui a posé la question, comme pour lui offrir une réponse complète. Si on parle d'histoire, alors il faut parler vrai. Les Arabes ont donné au monde des choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Prends Al-Khwarizmi, par exemple. Sans lui, pas d'algèbre, pas d'informatique moderne. Ibn Sina, qui a écrit des traités de médecine que l'Europe a étudiés pendant des siècles. Ou encore Al-Zarawi, le père de la chirurgie moderne. Ces noms, tu ne les entends pas souvent, pas parce qu'ils n'ont pas existé, mais parce qu'on choisit parfois ce qu'on veut raconter. Les adolescents, dont certains découvrent ces figures pour la première fois, écoutent avec une attention presque religieuse. Zidane, sans jamais hausser le ton, donne à ses mots une force tranquille, une autorité qui ne vient pas de l'éloquence, mais de la sincérité. Il marque une nouvelle pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Puis, avec un sourire discret, il ajoute « Mais tu sais, un génie, ce n'est pas forcément quelqu'un qui change le monde entier. Parfois, c'est juste quelqu'un qui change une vie. La vie d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Dans mon quartier, j'ai vu des gamins qui n'avaient rien,
mais qui donnait tout pour les autres. Si ça, ce n'est pas du génie, alors je ne sais pas ce que c'est. Un murmure d'approbation parcourt la salle. Quelques jeunes sourient, d'autres baissent les yeux, émus. L'animateur, sentant que le moment est unique, n'ose pas intervenir. Zidane, lui, repose le micro doucement, comme s'il venait de terminer une passe décisive. Il ne cherche pas les applaudissements, ne guette pas les réactions. Il a répondu simplement parce qu'on lui a posé une question. Mais ce que Zidane ignore, c'est que son intervention a été enregistrée. Un étudiant, discrètement, a sorti son téléphone et filmé la scène. Pas pour créer un buzz, pas pour attirer l'attention, mais parce qu'il a senti que ces mots méritaient d'être partagés. Dans les minutes qui suivent, alors que l'événement se termine et que les jeunes se dispersent, la vidéo est téléchargée sur un compte X anonyme, accompagné d'une légende sobre. Zidane répond à Trump. Écoutez, ce que personne ne peut encore prévoir, c'est que cette vidéo, dans les heures à venir, va devenir un phénomène, un cri de ralliement pour des millions de personnes. Les mots de Zidane, prononcés sans calcul, sans ambition, vont résonner bien au-delà de cette salle, touchant des cœurs dans les cités de France, les villages du Maghreb, les campus américains. Ils vont réveiller une fierté endormie, redonner une voix à ceux qu'on a trop souvent ignorés. Pour l'instant, cependant, la salle retrouve son calme. Les jeunes, encore sous le choc de ce qu'ils viennent d'entendre, discutent à voix basse. L'animateur, reprenant ses esprits, tente de clore l'événement sur une note légère, mais son intervention passe presque inaperçue. Zidane, lui, se lève, serre quelques mains, échange quelques mots avec les organisateurs, puis disparaît aussi discrètement qu'il est arrivé. Il ne sait pas encore que ces paroles, portées par une vidéo floue tournée sur un smartphone, sont sur le point de bouleverser le monde. Il ne sait pas que, dans les jours à venir, son nom deviendra synonyme d'une résistance paisible mais implacable, d'une réponse qui ne cherche pas à vaincre, mais à éclairer. Et tandis qu'il quitte le bâtiment sous un ciel parisien légèrement voilé, une question demeure. Comment un homme si discret, si allergique au projecteur, a-t-il pu, en quelques minutes, devenir le porte-étendard d'une cause universelle? Dans les heures qui suivent l'événement parisien, la vidéo de Zidane, tournée à la hâte sur un smartphone, commence son voyage numérique. Posté sur X par un compte anonyme avec une légende laconique, Zidane répond à Trump « Écoutez, elle ne suscite d'abord qu'une poignée de partage. Mais, comme une étincelle dans une forêt sèche, elle s'embrase rapidement. En quelques heures, la vidéo dépasse le million de vues, portée par des algorithmes impitoyables et une soif collective de vérité. Les premiers à la partager sont les jeunes présents dans la salle, qui envoient le lien à leurs amis, leurs cousins, leur groupe WhatsApp. Puis des influenceurs, des militants associatifs, des enseignants s'en emparent, chacun y voyant une réponse non pas agressive, mais lumineuse, à une provocation qui a blessé des millions de personnes. La vidéo, brute, sans montage ni musique, frappe par sa simplicité. Le visage concentré de Zidane, sa voix posée, ses mots qui semblent taillés dans la pierre. Elle traverse les frontières, les langues, les cultures, devenant un phénomène mondial en moins de 24 heures. À Marseille, dans les cafés des quartiers populaires, les écrans des téléphones s'allument et les discussions s'animent. « Tu as vu ce que Zidane a dit ?» devient une phrase rituelle, prononcée avec un mélange de fierté et d'admiration. À Alger, des étudiants projettent la vidéo sur un mur blanc dans une salle de cours, applaudissant à la fin comme s'ils assistaient à un match de football. À Londres, des adolescents d'origine maghrébine réunis dans un centre communautaire regardent la vidéo en boucle, notant chaque phrase pour en discuter ensuite. Ce n'est pas seulement le contenu des mots de Zidane qui touche, mais leur forme, une dignité sans artifice, une force qui ne repose pas sur la colère, mais sur la conviction. Sur les réseaux, les hashtags Zidane parle et génie arabe émergent spontanément, accompagnés de citations tirées de son intervention. Un génie, c'est quelqu'un qui change une vie, partage une jeune femme sur TikTok, superposant la phrase à une vidéo d'elle dansant dans les rues de Tunis. La vidéo de Zidane devient plus qu'un discours. Elle devient un miroir dans lequel des communautés entières se reconnaissent. Mais l'impact ne se limite pas aux réseaux sociaux. Dans les salles de classe, les universités, les associations culturelles, les mots de Zidane déclenchent une vague de redécouverte. Les enseignants, inspirés par son évocation d'Al-Khwarizmi, d'Ibn Sina et d'Al-Zaraoui,
commencent à intégrer ces figures dans leurs cours. À Paris, une professeure de lycée dans le 20 arrondissement consacre une semaine entière à l'âge d'or islamique, projetant la vidéo de Zidane comme point de départ. Ses élèves, dont beaucoup sont issus de l'immigration, rédigent des essais sur des savants arabes qu'ils n'avaient jamais étudiés auparavant. À Rabat, une université organise un colloque impromptu sur les contributions arabes à la science, attirant des chercheurs du monde entier. Les noms cités par Zidane, souvent relégués aux marges des manuels scolaires, redeviennent des symboles de fierté. Ibn Rushd, le philosophe qui a influencé la pensée européenne, est célébré dans des podcasts éducatifs. Fatima Al-Fieri, fondatrice de l'université Al-Qarawiyyin, inspire des campagnes pour l'éducation des filles dans plusieurs pays arabes. Ce n'est pas une simple réaction à Trump, c'est une renaissance culturelle, un mouvement qui dépasse la polémique initiale pour affirmer une identité riche et complexe. Les médias, d'abord lents à réagir, finissent par s'emparer du phénomène. Le Figaro publie un long article intitulé « Zidane, la réponse inattendue à Trump », analysant comment un footballeur a réussi à fédérer là où les politiques ont échoué. Al Jazeera consacre une émission spéciale à l'impact de la vidéo, invitant des historiens et des sociologues pour discuter des contributions arabes à l'humanité. Même aux États-Unis, où la polarisation médiatique est à son comble, des chaînes comme CNN diffusent des extraits de l'intervention de Zidane, saluant son calme face à la provocation. Mais ce sont les médias alternatifs, les blogs, les chaînes YouTube, qui amplifient le plus le message. Un vidéaste égyptien, suivi par des millions d'abonnés, crée une animation retraçant la vie d'Al-Khwarizmi avec la voix de Zidane en fond sonore. Une chaîne française, spécialisée dans l'histoire, lance une série intitulée « Les génies oubliés », directement inspirée par les mots de l'ancien footballeur. Partout, la vidéo devient un catalyseur, non pas pour alimenter la colère, mais pour construire, éduquer, inspirer. Dans les communautés arabes, l'effet est encore plus profond. À Dubaï, une exposition sur l'héritage scientifique islamique, initialement prévue pour un public restreint, attire des foules inattendues, les visiteurs citant Zidane comme leur source d'inspiration. À Amman, des artistes de rue peignent une fresque géante représentant Zidane entouré de figures historiques arabes, avec la phrase « Le génie, c'est celui qui change une vie » inscrite en arabe et en français. À Bruxelles, un collectif de jeunes d'origine marocaine organise une projection publique de la vidéo, suivie d'un débat où chacun partage une histoire personnelle de résilience. Ces initiatives, souvent spontanées, témoignent d'un besoin collectif de réappropriation. Les mots de Zidane ne se contentent pas de répondre à Trump. Ils redonnent une voix à ceux qui se sentaient invisibles, marginalisés, réduits à des caricatures. Dans les banlieues françaises, où les tensions identitaires sont palpables, les jeunes commencent à organiser des ateliers d'écriture, des concours de poésie, des tournois de football dédiés à la mémoire des génies du quotidien évoqués par Zidane. Une lycéenne de Lille, dans un texte partagé sur Instagram, écrit « Grâce à Zidane, j'ai compris que ma mère, qui travaille comme aide-soignante et qui m'a élevé seule, est un génie. » Ces mots, simples mais puissants, résument l'onde de choc provoquée par l'intervention. Pourtant, ce mouvement ne se limite pas aux communautés arabes. Dans les universités américaines, des professeurs de sociologie utilisent la vidéo comme étude de cas pour discuter des stéréotypes et de la résistance non violente. À Harvard, un séminaire intitulé « La parole comme arme de dignité » analyse la rhétorique de Zidane, comparant son approche à celle de figures comme Martin Luther King ou Nelson Mandela. En Allemagne, des militants pour l'inclusion projettent la vidéo dans des centres pour réfugiés, suscitant des discussions sur la valeur de chaque individu, quelle que soit son origine. Même dans des cercles inattendus, comme les milieux artistiques de Tokyo ou les forums éducatifs de São Paulo, les mots de Zidane résonnent, universels dans leur appel à reconnaître la grandeur dans l'ordinaire. Ce n'est plus seulement une affaire de réponse à Trump, c'est une réflexion globale sur ce que signifie être humain, sur la manière dont l'histoire est écrite et sur ceux qu'elle choisit d'oublier. Mais ce raz-de-marée n'est pas sans remous. Dans certains milieux conservateurs, notamment aux États-Unis, la vidéo suscite des réactions hostiles. Des commentateurs, proches de Trump, accusent Zidane de jouer la carte identitaire pour gagner en popularité. Sur les réseaux, des trolls tentent de discréditer son message, publiant des mèmes moqueurs ou des commentaires racistes. Pourtant, ces attaques, loin d'affaiblir le mouvement, ne font que renforcer sa détermination. Les jeunes,
En particulier, répondent par la création. Des vidéos, des chansons, des illustrations qui reprennent les mots de Zidane et les transforment en hymnes. Une rappeuse algérienne basée à Paris sort un titre intitulé « Génie silencieux » qui devient viral en quelques jours. Un collectif de graphistes tunisiens lance une série d'affiches numériques, chacune illustrant une figure historique arabe mentionnée par Zidane. Ces initiatives, portées par une génération connectée et créative, transforment la polémique en une célébration. À mesure que la vidéo gagne en ampleur, elle commence à influencer les institutions. À l'UNESCO, un projet de programme éducatif sur les contributions des civilisations non occidentales est accéléré, avec des références explicites à l'intervention de Zidane. En France, le ministère de l'Éducation envisage d'intégrer des modules sur l'histoire des sciences arabes dans le programme scolaire, une idée qui, bien que controversée, gagne du terrain. Dans le monde arabe, des gouvernements, d'ordinaire réticents à s'engager dans des débats culturels, saluent publiquement Zidane, voyant en lui un ambassadeur involontaire de leur patrimoine. Mais ce qui marque le plus, ce sont les initiatives locales, souvent anonymes. À Oran, une bibliothèque communautaire lance une collecte de livres sur l'histoire arabe, baptisée Bibliothèque Zidane. À Lyon, un club de football amateur organise un tournoi intitulé « Les génies du ballon », où chaque équipe porte le nom d'un savant arabe. Ces gestes, petits en apparence, tissent un réseau de solidarité et de fierté. Pourtant, au cœur de ce tourbillon, une question demeure. Comment une intervention de quelques minutes, prononcée dans une salle modeste, a-t-elle pu déclencher un tel mouvement? La réponse peut être dans l'authenticité de Zidane. Contrairement aux discours politiques, souvent calculés, ses mots étaient spontanés, ancrés dans son expérience. Contrairement aux manifestes intellectuels, ils étaient accessibles, universels. Et contrairement aux éclats médiatiques, ils ne cherchaient pas la gloire. Ils étaient, tout simplement, vrais. Et c'est cette vérité qui, en se propageant, a ébranlé les certitudes, réveillé les consciences et donné à des millions de personnes le courage de regarder leur histoire en face. Mais alors que le monde s'enflamme, un autre défi se profile. Comment la Maison-Blanche et Trump lui-même vont-ils réagir face à une vague qu'ils n'avaient pas anticipée? Et Zidane, cet homme discret, restera-t-il fidèle à son silence ou choisira-t-il de reprendre la parole? À Washington, dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche, l'atmosphère est lourde. Ce qui n'était au départ qu'une phrase provocatrice de Donald Trump, lâchée avec désinvolture lors d'une émission télévisée, s'est transformé en une crise diplomatique et médiatique d'une ampleur inattendue. Les conseillers de Trump, habitués à gérer ces dérapages verbaux, se retrouvent désemparés face à la vague mondiale déclenchée par la réponse de Zinedine Zidane. Dans une salle de réunion au mur orné de portraits présidentiels, une équipe de stratèges se réunit en urgence. Les écrans diffusent en boucle des extraits de la vidéo de Zidane, sous-titrés en anglais, tandis que des rapports s'empilent sur la table. Analyse des réseaux sociaux, notes d'ambassade, articles de presse internationaux. Ce n'est pas une simple polémique, murmure un conseiller senior, les yeux rivés sur un graphique montrant l'explosion du hashtag Zidane parle. C'est une tempête qui nous échappe. Pourtant, Trump, fidèle à son style, balaie d'un revers de main les inquiétudes. Zidane, un footballeur, laissez tomber, ça va passer, lance-t-il lors d'un briefing matinal avant de s'éclipser pour un meeting électoral. Mais cette fois, l'optimisme bravache du président semble déconnecté de la réalité. L'onde de choc de la vidéo de Zidane a atteint des sphères que personne n'avait anticipées. À l'ambassade américaine à Riyad, des diplomates reçoivent des lettres de protestation, polies mais fermes, de la part d'organisations culturelles saoudiennes. À Amman, un ministre jordanien, d'ordinaire discret, évoque publiquement les propos de Trump comme une insulte à l'héritage commun de l'humanité. Même en Europe, où les alliés des États-Unis sont habitués aux frasques du président, la pression monte. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, une journaliste interpelle un porte-parole de l'OTAN. Comment les États-Unis peuvent-ils maintenir leur crédibilité auprès des nations arabes après une telle déclaration? La réponse, embarrassée, ne fait qu'amplifier le malaise. À Paris, l'ambassade américaine est inondée de courriels, certains louant Zidane pour sa dignité, d'autres accusant Trump de mépris culturel. Un diplomate, dans un mémo confidentiel, avertit Washington. L'absence de réaction officielle pourrait être perçue comme une validation implicite des propos du président.
Mais à la Maison-Blanche, l'indécision règne. Certains conseillers plaident pour une contre-attaque médiatique, suggérant de discréditer Zidane en le présentant comme un opportuniste. D'autres, plus prudents, proposent de faire diversion en lançant un nouveau débat sur l'économie ou la sécurité nationale. Trump, lui, refuse catégoriquement de s'excuser. « Je ne m'incline devant personne, encore moins un joueur de foot », aurait-il déclaré, selon une source interne. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Zidane reste fidèle à son silence. Depuis son intervention à Paris, il n'a accordé aucune interview, publié aucun communiqué, partagé aucun message sur les réseaux sociaux. Cette absence de parole, loin de diluer son impact, le renforce. Dans un monde saturé de bruit médiatique, où chaque polémique est alimentée par des déclarations en chaîne, la retenue de Zidane devient une forme de puissance. À Marseille, où il est retourné pour superviser un projet caritatif, il évite soigneusement les journalistes qui campent devant son bureau. Lorsqu'un reporter d'une chaîne locale parvient à l'approcher, lui demandant s'il prévoit de répondre aux critiques venues des cercles pro-Trump, Zidane se contente d'un sourire énigmatique et d'un « j'ai dit ce que j'avais à dire ». Cette phrase, rapportée dans la presse, devient presque aussi célèbre que son discours initial. Sur X, les internautes s'émerveillent de sa capacité à rester au-dessus de la mêlée. « Zidane ne joue pas leur jeu », écrit un utilisateur accompagné d'un emoji de couronne. « Il n'a pas besoin de crier pour être entendu », ajoute une étudiante de Tunis. Ce silence, loin d'être passif, est perçu comme une affirmation. Zidane n'a pas besoin de la lumière pour briller. Mais si Zidane se tait, le monde, lui, parle pour lui. Dans les capitales arabes, son intervention devient un symbole de résistance culturelle. À Beyrouth, un théâtre communautaire monte une pièce intitulée « Les génies invisibles », inspirée des figures du quotidien évoquées par Zidane. Chaque soir, la salle est comble et les spectateurs, jeunes pour la plupart, repartent avec un sentiment de fierté renouvelé. À Casablanca, une radio populaire lance une émission quotidienne où les auditeurs partagent des histoires de génies dans leur entourage. Une grand-mère qui a appris à lire à 70 ans, un voisin qui répare gratuitement les vélos des enfants, une adolescente qui excelle en mathématiques malgré un contexte familial difficile. Ces récits, simples mais bouleversants, transforment la notion de génie, la rendant accessible, humaine, universelle. À Paris, une maison d'édition indépendante annonce la publication d'un recueil de témoignages intitulé « Ce que Zidane m'a appris », réunissant des textes écrits par des jeunes des banlieues. Le livre, encore à l'état de projet, suscite déjà l'intérêt des librairies et des médias. L'impact de Zidane se manifeste aussi dans des sphères plus inattendues. À New York, une exposition au Metropolitan Museum of Art, consacrée à l'art islamique, voit son influence doublée après que le conservateur a cité Zidane dans un discours d'ouverture. Ces mots nous rappellent que l'histoire n'est pas figée, qu'elle appartient à ceux qui la racontent, déclare-t-il, suscitant des applaudissements nourris. À Londres, un festival de cinéma documentaire programme une série de films sur les contributions arabes à la science et à la philosophie, avec la vidéo de Zidane en introduction. Même dans les cercles politiques, son influence se fait sentir. À l'Assemblée nationale française, un député de la gauche modérée cite Zidane lors d'un débat sur l'éducation, plaidant pour une réforme des programmes scolaires afin d'inclure davantage de figures non européennes. Si un footballeur peut réveiller notre conscience, imaginez ce que nos écoles pourraient faire, lance-t-il, déclenchant une ovation rare dans l'hémicycle. Mais c'est dans les rues, les écoles, les foyers, que l'héritage de Zidane prend une dimension presque sacrée. À Saint-Denis, un groupe d'adolescents lance une campagne intitulée « Génie de chez nous », invitant les habitants à nommer des héros locaux, enseignants, infirmiers, commerçants, dont les actions méritent d'être célébrées. Les affiches, placardées dans le métro, attirent l'attention des passants, qui s'arrêtent pour lire les histoires de ces figures anonymes. À Alger, une école primaire organise un concours de dessin sur le thème du génie, inspiré par les mots de Zidane. Les œuvres, exposées dans la cour, attirent des parents émus, dont certains avouent avoir pleuré en lisant les légendes écrites par leurs enfants. À Berlin, un centre pour migrants projette la vidéo lors d'une soirée culturelle, suscitant des discussions entre des réfugiés syriens, irakiens et afghans sur la manière de préserver leur identité face à l'adversité. Partout, Zidane devient une figure transcendant son statut de sportif,
un symbole de ce que la parole, lorsqu'elle est juste, peut accomplir. Pourtant, cette vague d'enthousiasme n'est pas sans obstacle. Dans les milieux conservateurs américains, la montée en puissance de Zidane agace. Un éditorialiste de Fox News, dans une tentative maladroite de contrer son influence, déclare « Zidane est un symbole fabriqué par les médias progressistes. Ce n'est qu'un footballeur, pas un historien. » Cette phrase, au lieu de calmer les esprits, jette de l'huile sur le feu. Sur les réseaux, des milliers d'internautes répondent, partageant des extraits de l'intervention de Zidane avec des commentaires ironiques. Un footballeur peut être, mais il a plus de classe en 5 minutes que vous en une vie. En France, un chroniqueur de droite, dans une tribune, accuse Zidane de manipuler l'émotion des jeunes pour des raisons politiques. Mais ces critiques, loin de freiner le mouvement, ne font que souligner l'incapacité de certains à comprendre la portée de son message. Car Zidane, en restant silencieux, échappe à leurs attaques. Il ne donne pas prise aux polémiques, ne s'abaisse pas à répondre aux provocations. Son silence, dans un monde où chacun cherche à avoir le dernier mot, devient une arme redoutable. À la Maison-Blanche, la situation devient intenable. Lors d'une réunion de crise, un conseiller propose une stratégie audacieuse. Inviter Zidane à un sommet culturel aux États-Unis, une manière de désamorcer la tension tout en montrant une ouverture. L'idée est rapidement abandonnée, jugée trop risquée. Il ne viendra pas, et s'il refuse, ce sera encore pire pour nous, tranche un autre conseiller. Une autre proposition, plus agressive, consiste à publier un communiqué minimisant les propos de Trump, les présentant comme une maladresse sortie de leur contexte. Mais même cette option divise l'équipe, certains craignant qu'elle ne fasse qu'attiser les critiques. Trump, de son côté, commence à ressentir la pression. Lors d'un meeting dans l'Ohio, il évite soigneusement de mentionner Zidane ou les Arabes, un signe rare de prudence de sa part. Mais dans les coulisses, ses proches confient qu'il est irrité par l'ampleur prise par l'affaire. Il déteste être mis en échec par quelqu'un qui ne joue pas selon ses règles, murmure un collaborateur. Pendant ce temps, à Marseille, Zidane poursuit sa vie, indifférent au tumulte. Il passe ses journées entre ses projets caritatifs et sa famille, refusant de se laisser happer par la frénésie médiatique. Lorsqu'un ami lui montre la fresque de Casablanca ou les affiches de Saint-Denis, il esquisse un sourire, mais ne commente pas. Pour lui, l'essentiel est ailleurs, dans les regards des jeunes qu'il rencontre, dans les lettres qu'il reçoit, dans les petites victoires qu'il observe autour de lui. Pourtant, son silence, loin de clore le débat, ouvre une nouvelle phase. Car à mesure que le monde s'approprie ses mots, une question se pose. Jusqu'où ira cette vague? Et surtout, comment Zidane, cet homme qui n'a jamais cherché à être un leader, va-t-il façonner, sans le vouloir, l'avenir d'un mouvement qu'il a déclenché? Des semaines ont passé depuis l'intervention de Zinedine Zidane dans cette salle parisienne, et pourtant, l'écho de ces mots continue de résonner, non pas comme un cri qui s'essouffle, mais comme une mélodie qui s'amplifie avec le temps. Ce qui n'était au départ qu'une réponse spontanée à une question d'adolescent est devenu un mouvement, une idée, une lumière qui éclaire des chemins jusqu'alors plongés dans l'ombre. Dans les écoles, les universités, les foyers, les rues, les mots de Zidane ont pris racine, transformant la manière dont des millions de personnes perçoivent leur histoire, leur identité, leurs valeurs. Ce n'est plus une simple riposte à une provocation. C'est une révolution douce, une redéfinition de ce que signifie être un génie, porté par une voix qui, paradoxalement, s'est tue après avoir parlé. À travers le monde, des initiatives fleurissent, des consciences s'éveillent, et un homme qui n'a jamais cherché à être un prophète devient le symbole d'une aspiration universelle à la dignité. Dans les salles de classe, l'héritage de Zidane prend une forme concrète. À Lisbonne, une enseignante d'histoire, inspirée par la vidéo, conçoit un programme pédagogique intitulé « Les héritages invisibles », qui explore les contributions des civilisations non occidentales avec un accent particulier sur les savants arabes. Ses élèves, âgés de 15 à 17 ans, créent des présentations sur des figures comme Al-Khwarizmi ou Fatima Al-Fihri, et pour la première fois, beaucoup d'entre eux, issus de milieux immigrés, osent parler de leur propre héritage en classe. À Toronto, un collège communautaire lance un cours en ligne gratuit, Génie de l'Histoire, qui attire des milliers d'inscrits, des adolescents aux retraités, tous curieux de découvrir les noms évoqués par Zidane. En France, le ministère de l'Éducation, après des mois de débats,
intègre officiellement des modules sur l'âge d'or islamique dans le programme d'histoire du lycée, une décision saluée par les uns comme un pas vers l'inclusion, critiquée par les autres comme une concession au politiquement correct. Mais pour les élèves, l'impact est indéniable. Dans un lycée de Roubaix, une adolescente d'origine algérienne, qui n'avait jamais osé parler de sa culture en public, présente un exposé sur Ibn Rushd, recevant les félicitations de ses camarades. « Zidane m'a donné le courage de le faire », confie-t-elle à son professeur, les yeux brillants. Au-delà des écoles, les communautés s'organisent pour perpétuer l'élan déclenché par Zidane. À Tunis, une ONG voit le jour sous le nom Lumière des Génies, avec pour mission de fournir des bourses d'études à des jeunes de milieux défavorisés, en s'inspirant de l'idée que le génie réside dans chaque individu, quel que soit son contexte. En quelques mois, l'organisation collecte assez de fonds pour financer les études de dizaines d'étudiants, dont une jeune fille qui rêve de devenir ingénieure en informatique. Un clin d'œil involontaire à Al-Khwarizmi. À Manchester, un centre communautaire lance un programme de mentorat, Les Génies du quotidien, qui met en relation des adolescents avec des professionnels issus de minorités, leur offrant des modèles de réussite ancrés dans des parcours similaires aux leurs. À Séville, une association culturelle organise des ateliers d'écriture où les participants, jeunes et moins jeunes, rédigent des lettres à leurs génies personnels, parents, amis, voisins pour les remercier de leur impact. Ces lettres, publiées dans un recueil distribué gratuitement, deviennent un phénomène local, touchant des lecteurs bien au-delà de la ville. Mais l'héritage de Zidane ne se limite pas à des initiatives institutionnelles ou associatives. Il se manifeste dans une redéfinition profonde du concept de génie, qui transcende les frontières culturelles et sociales. Avant Zidane, le mot génie évoquait des figures inaccessibles, des scientifiques, des artistes, des inventeurs dont les noms ornent les musées et les encyclopédies. Après son intervention, il prend un sens nouveau, plus humain, plus proche. Dans un café de Dakar, un serveur, père de 3 enfants, raconte à ses clients comment il a repris ses études du soir après avoir entendu Zidane parler des génies du quotidien. S'il dit que ma mère, qui m'a élevé seule, est un génie, alors être que moi aussi, je peux l'être, explique-t-il, un sourire timide aux lèvres. À San Polo, une travailleuse sociale, inspirée par la vidéo, crée un groupe de soutien pour les femmes de son quartier, les encourageant à reconnaître leur propre force comme une forme de génie. À Tokyo, un professeur de philosophie cite Zidane lors d'une conférence, arguant que le génie n'est pas une question de reconnaissance publique, mais de persévérance face à l'adversité. Cette idée, simple mais révolutionnaire, s'infiltre dans les conversations, les sermons, les chansons, redonnant espoir à ceux qui se sentaient exclus des récits de grandeur. Les artistes, en particulier, s'emparent de cette nouvelle vision. À Istanbul, un compositeur crée une symphonie intitulée « Les voix silencieuses », dont chaque mouvement est dédié à une figure anonyme, une mère, un ouvrier, un étudiant, évoqué par Zidane. L'œuvre, jouée pour la première fois dans une salle comble, est retransmise en direct sur Internet, touchant un public mondial. À Mexico, une chorégraphe monte un spectacle de danse contemporaine, Génie de l'ombre, où chaque danseur incarne une histoire de résilience tirée des témoignages inspirés par Zidane. En France, un slameur de Clichy-sous-Bois écrit un poème, Le génie que tu ignores, qui devient viral après une performance filmée dans le métro parisien. Ces créations, loin d'être de simples hommages, transforment les mots de Zidane en un langage universel, accessible à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Trump ou de la polémique initiale. Elle célèbre non pas un homme, mais une idée, celle que la grandeur réside dans l'ordinaire, dans la capacité à tenir debout quand tout semble vouloir vous faire tomber. Pourtant, ce qui rend l'héritage de Zidane si singulier, c'est son refus de l'incarner. Contrairement aux leaders traditionnels, il ne cherche pas à capitaliser sur son influence. Lorsqu'une grande marque lui propose de lancer une campagne publicitaire autour de son discours, il décline poliment, expliquant que ces mots n'appartiennent pas à une marque, ils appartiennent à ceux qui les entendent. Lorsqu'un parti politique français l'approche, espérant l'enrôler pour une campagne sur l'inclusion, il refuse avec la même fermeté, préférant rester fidèle à son rôle de figure apolitique. Même les invitations à parler lors de conférences internationales, à l'ONU ou dans des universités prestigieuses sont déclinées. « Je ne suis pas un orateur », confie-t-il à un proche. « J'ai juste répondu à un gamin qui avait une question. »
Cette humilité, dans un monde où la célébrité est souvent monétisée, amplifie son aura. À Marrakech, un libraire, qui a affiché une citation de Zidane dans sa vitrine, résume l'opinion générale. Il est grand parce qu'il ne veut pas l'être. Mais si Zidane refuse les projecteurs, il ne peut empêcher son ombre de grandir. Dans les prisons françaises, des éducateurs rapportent que des détenus, touchés par la vidéo, ont commencé à écrire des journaux personnels, décrivant leur propre lutte comme des actes de génie. À Beyrouth, une université crée une chaire d'études culturelles nommée en son honneur, bien qu'il n'ait jamais visité le campus. À Harlem, un centre pour jeunes en difficulté adopte sa définition du génie comme devise, l'affichant sur les murs pour inspirer ses membres. Ces gestes, souvent spontanés, témoignent d'une vérité profonde. Zidane n'est plus seulement un homme, mais un symbole, un point de repère pour ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence. Il n'est pas un leader au sens classique, mais un catalyseur, un homme dont la parole, prononcée une seule fois, a suffi à changer des trajectoires. Cette transformation est particulièrement visible dans les quartiers défavorisés, où les jeunes, souvent confrontés à la stigmatisation, trouvent dans Zidane une figure qui leur ressemble. À Lisbonne, un adolescent d'origine capverdienne, qui avait abandonné l'école, reprend ses études après avoir vu la vidéo, motivé par l'idée qu'il peut, lui aussi, être un génie à sa manière. À Alger, une jeune femme, victime de discrimination dans son village, crée un club de lecture pour les filles, citant Zidane comme sa source d'inspiration. À Paris, un groupe de lycéens des quartiers nord lance un podcast, Les Génies d'à côté, où ils interviewent des habitants de leur cité, un boulanger, une aide-soignante, un retraité, pour raconter leurs histoires de courage. Ces initiatives, modestes en apparence, tissent un réseau d'espoir, prouvant que les mots de Zidane ont fait plus que répondre à une insulte. Ils ont redonné une voix à ceux qu'on n'écoute jamais. Et pourtant, au cœur de ce mouvement, une question persiste. Comment un moment si bref, si spontané, a-t-il pu laisser une trace si durable? La réponse réside être dans la simplicité de Zidane. Il n'a pas cherché à convaincre, à dominer, à briller. Il a parlé avec son cœur, avec sa vérité, et cette vérité, universelle, a transcendé les barrières de langue, de culture, de classe. À Rabat, dans une petite école de campagne, un garçon de 10 ans, tenant un crayon usé, dessine un portrait de Zidane, accompagné d'une phrase qu'il a entendue dans la vidéo « Un génie, c'est celui qui change une vie ». Lorsqu'on lui demande pourquoi il a choisi ce dessin, il répond, timidement, « Parce que Zidane, il a changé la mienne ». Ce garçon, comme des millions d'autres, porte en lui la flamme allumée par un homme qui, sans le vouloir, a redonné au monde une leçon d'humanité. Et cette flamme, loin de s'éteindre, continue de grandir, illuminant des vies, des rêves, des possibles.